Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'information proposée par le Collège de liaison des internes de santé publique. Je m'appelle Rudy, je suis interne en quatrième semestre de santé publique et médecine sociale à Rennes et je suis membre du bureau du CLISP en tant que chargé de coordination avec les représentantes et représentants des 28 subdivisions. La vidéo que l'on vous propose aujourd'hui, elle a pour principal objectif de vous donner un aperçu de l'étendue de ce qui peut vous attendre durant l'internat de santé publique. La santé publique, c'est sans doute la spécialité la plus méconnue, et par conséquent celle qui vient avec le plus d'a priori, généralement erronés. La raison principale, c'est logiquement l'absence quasi systématique d'enseignements dédiés durant le tronc commun des études de médecine, au-delà des classiques introduction à la biostatistique et la très glamour lecture critique d'articles, et ça semble assez logique dans un système de santé qui est traditionnellement organisé autour d'une prise en soins curative et qui tarde à pleinement appréhender ces autres dimensions. Bon, je m'arrête là, vous n'êtes pas connecté pour un cours. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vous présenter des projets auxquels on prépare des internes de santé publique de différentes villes de France et à différents moments de leur internat respectif, et vous montrer la variété de ce qui vous attend. Comme vous pouvez voir sur le programme, on a séparé les projets que vont vous présenter mes co-internes en différentes surspécialités. Mais sachez que par essence, la santé publique, c'est une discipline transversale et que les frontières entre ces domaines, elles sont tout sauf imperméables. Et la liste que vous voyez là, elle est loin d'être exhaustive. D'ailleurs, on va commencer par la recherche, qui est peut-être la surspécialité la plus transversale, car c'est celle qui peut vraiment interagir avec toutes les autres. Si tout le monde connaît la recherche clinique et ses essais contrôlés randomisés en double aveugle pour tester une pratique médicale ou un traitement, en fait, il est tout aussi possible de faire de la recherche en sciences humaines, en santé environnementale ou bien en économie de la santé. Ici, je laisse la parole à Victor, qui va nous présenter deux projets qu'il a réalisés durant ses passages à la Maison de la recherche clinique hospitalière et universitaire du CHU de Lille. Bonjour, je suis très content de pouvoir vous présenter deux projets qui ont été réalisés au cours de mon internat de santé publique. Moi, je suis Victor Leblanc, docteur junior en santé publique. Donc à la fin de mon internat, je termine dans 2 mois. Alors le premier projet, peut-être ça vous dit rien, j'ai fait un projet qui s'appelle la marchabilité. C'est un concept très innovant. Alors la marchabilité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capacité d'un lieu à favoriser les déplacements à pied. Hein, c'est-à-dire dans une ville où vous avez beaucoup de commerces à proximité, des centres de soins, des parcs, et ben vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais pouvoir faire beaucoup de choses à pied, et donc ce quartier a une forte marchabilité. Donc l'objectif de notre travail, c'était de mesurer la marchabilité de différents quartiers dans l'île. Alors voilà, donc voilà la carte qu'on a obtenue, hein. Tout ça, c'est vraiment innovant. On est tout au début, ça date d'il y a moins de 10 ans, hein, le concept de marchabilité. Et puis ensuite, on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, bon, on va regarder le lien avec les déplacements à pied. Est-ce que dans un quartier plus marchable, les gens marchent plus? Et bien pour ça, on est allé récupérer des données de la métropole européenne de Lille. Ils avaient fait une enquête déplacement en 2016. On a été récupérer leurs données, ils nous les ont gentiment fournies. Et donc, on a traité cette grande base de données et on l'a mis en lien avec nos résultats. Et puis, on était content de voir qu'effectivement, dans les quartiers les plus marchables, les gens marchent plus. Alors ça a un intérêt en promotion de la santé parce que on a pu aller voir les responsables de l'urbanisme de la métropole européenne de Lille, on a pu leur montrer ces résultats, et maintenant ils sont au courant des quartiers les moins marchables, et ils sont au courant de l'intérêt pour la santé de favoriser la marchabilité de certains quartiers dans l'île. Alors ensuite, donc, bon, voilà, ici je vous passe les détails. Ensuite, autre projet, je vous parle de BibliZap. Alors là, c'est un projet de recherche d'outils d'aide à la recherche bibliographique. Je l'ai fait avec deux collègues, Raphaël Bentejac et Bastien Le Guélec. Donc c'est open source, hein, c'est un site internet disponible en ligne. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça repose sur une problématique, c'est la difficulté de trouver des articles scientifiques. Hein, vous verrez, au cours de l'internat, vous allez des fois devoir créer des bibliographies, et ça va être difficile de trouver des articles similaires entre eux. Vous en trouvez un intéressant, et puis vous dites, bah, tiens, j'aimerais en trouver d'autres comme ça, et bien, c'est assez difficile. Et ben nous, notre outil permet de faciliter ce travail. Vous avez votre article d'intérêt. Cet article, et ben, on le regarde, quels sont les articles cités par cet article, et puis, donc c'est l'inverse, pardon, et qui cite cet article. Ça, c'est la première profondeur. Avec ce lot d'articles, on refait la même chose. Donc à la fin, on peut arriver
avec plus de 10 000 articles, et puis on calcule simplement la fréquence d'apparition dans notre réseau, et puis on se dit, tiens, plus un article va être fréquent dans ce réseau, plus, alors bon, je passe un peu les animations rapidement, plus cet article va être présent dans notre réseau, plus il va être similaire à l'article d'intérêt au départ. Alors voilà le site internet, comment il se présente, c'est nous qui l'avons construit au cours de l'internat, c'est issu de, en fait c'est une continuité avec mon projet de thèse, on va dire, c'est dans la même thématique. Vous pourrez aller le visiter avec plaisir, voilà, donc là on a les différents articles, on peut les télécharger. Voilà. Alors tout ça c'est pour vous dire que vous voyez ici deux projets différents, vous voyez des projets très innovants. En santé publique, on se forme à des technologies nouvelles, l'intelligence artificielle aussi, c'est quelque chose auquel on se forme. C'est vraiment une spécialité d'innovation et soyez rassurés, moi en démarrant l'internat, je n'avais pas de connaissances en informatique ou alors j'avais des connaissances assez primaires. Donc le code, je l'ai appris durant mon internat, l'utilisation de l'intelligence artificielle également, bon ça forcément c'est plus récent, mais c'est quelque chose que j'ai aussi appris à me servir durant mon internat. Donc voilà, je vous souhaite un bon choix de spécialité, et puis j'espère que vous retrouver en santé publique. Au plaisir. Tous, donc moi je m'appelle Aurélia, je suis en 4e semestre à Paris et je me spécialise en informatique médicale, donc c'est ce que je vais vous présenter. En fait, il y a deux disciplines à bien distinguer, c'est l'information médicale, donc c'est le département, le DIM, c'est le service à l'hôpital qui gère la facturation des actes, la facturation des séjours et tout ça, donc c'est un peu en fait l'endroit où on décide de la facture qu'on envoie à la sécurité sociale en quelque sorte. Et du coup, c'est un endroit qui a plein de données sur les patients, donc il y a des médecins également qui s'occupent de ces données, tout ça. Et après, il y a l'informatique médicale, donc là, moi, c'est ça que je fais, où c'est, à mon sens, un peu plus vaste. Ça se limite pas forcément uniquement à l'hôpital. En fait, ça touche à tout ce qui est automatisation pour la santé. Donc ça peut être les systèmes d'information, donc genre Orbis, DXCare, ce genre de trucs. Ça peut être des systèmes d'aide à la décision, les entrepôts de données, l'intelligence artificielle pour la santé. Et après tout le champ de la santé numérique avec la cybersécurité, la télémédecine, les objets connectés, tout ça. Et donc ça, on peut l'exercer soit dans le secteur plutôt public, soit dans le secteur privé, selon ce vers quoi on s'oriente. Et donc le projet que je vais vous présenter, je l'ai fait lors de mon stage en informatique médicale à l'hôpital européen Georges Pompidou et à l'hôpital Necker, parce que j'ai fait un M2 en informatique médicale et donc je suis restée en tout 1 an et demi sur ces deux services. Voilà ce qui m'a permis de faire ce projet qui est un peu conséquent. Donc en fait c'était, on l'a appelé PED-IA, c'était un système d'aide à la décision pour la régulation pédiatrique du SAMU. Donc c'est vraiment pour les régulateurs quand ils prennent les appels qui concernent des enfants de moins de 15 ans au SAMU. Et en fait, à la base, ça venait d'une demande de certains régulateurs spécialisés en pédiatrie à Necker, qui avaient fait des fiches d'aide à la régulation. Donc là, on en a un exemple. Et donc c'était un énorme PDF avec plein de motifs d'appel et à chaque fois une fiche comme ça, mais très textuelle. Et du coup, c'était pas ultra maniable, quand on a le parent paniqué au téléphone, d'aller chercher dans son PDF exactement quelles questions poser, tout ça. Et donc à partir, moi, de ces fiches-là, j'ai créé un système de la décision pour que ce soit un peu plus fluide pour le régulateur. Donc il a fallu, à partir des fiches, créer une sorte de base de données qui va contenir toutes les connaissances médicales. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est un truc qui peut être fait par un informaticien, mais plus difficilement, on va dire. Le fait d'avoir eu tout le background médical qu'on a, ça a forcément un peu facilité cette tâche. Et une fois que j'ai fait cette base de données, j'ai pu implémenter le système d'aide à la décision, donc ça je l'ai codé en Python. Et ensuite j'ai codé l'interface en JavaScript que je vais vous montrer. Et après je l'ai évalué en lien avec les experts. Donc j'avais déjà une interne de pédiatrie avec moi qui a relu ma base de données pour vérifier que j'avais pas mis n'importe quoi, tout ça. Et qui m'a aidé un peu à faire le lien avec les experts. Et ensuite, avec eux, on a fait un gold standard, c'est-à-dire qu'on a fait des cas cliniques fictifs avec l'interne. Et on a demandé aux experts de nous dire, OK, sur ce cas clinique fictif-là, c'est quoi votre décision de régulation? Est-ce que vous envoyez un SMUR? Est-ce que vous envoyez les pompiers? Tout ça.
Et comme ça, on a pu comparer ça avec la décision que propose le système. Donc ça a fait une première évaluation de sa précision. Et ensuite, là actuellement, on est en train de faire ces cas cliniques-là à une cinquantaine d'internes. Et en fait, ils font des cas avec et sans le système, et ça permet de voir s'ils sont plus performants avec le système ou sans le système. Donc moi, mon travail, en fait, du début à la fin, ça a été de comprendre toute la connaissance médicale qu'il y avait à l'intérieur des fiches, de le mettre sous forme informatique, de programmer l'outil et ensuite de l'évaluer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me fallait bien 1 an et demi pour faire le tout. Et du coup, je vais vous montrer rapidement le système. En fait, voilà, ça se présente comme ça. Bon, je suis pas développeuse, donc c'est un peu moche. Enfin, j'en suis pas complètement satisfaite. Il y a plein de choses à améliorer, mais c'est déjà un début. Donc, on a nos motifs d'appel. On va commencer la régulation. Et donc, par exemple, pour une douleur abdo, le système va guider sur quelles questions est-ce qu'on pose. Donc, on va chercher, ok, est-ce qu'elle est localisée, où est-ce qu'elle est localisée. Et ensuite, je sais pas, est-ce qu'il y a des troubles digestifs, est-ce qu'il y a des troubles d'hémodynamique, bah oui, il est bleu, j'en sais rien. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on rajoute tout ça, en haut, là, on a la décision qui se met à jour. Et ensuite, on peut très bien dire non, en fait, elle m'a raconté n'importe quoi, elle n'avait pas de trouble de la corrélation, il n'y avait pas de trouble périphérique. Bah, la décision, elle va se mettre à jour en conséquent. Voilà, bon, c'est pas très compliqué, mais ça fait le taf. Voilà, bah, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me recontacter si jamais l'informatique médicale vous plaît ou l'internat à Paris. L'épidémiologie, c'est l'étude des causes des maladies. Le projet d'une étude épidémiologique, c'est d'étudier comment la santé humaine est affectée par l'environnement. Pas seulement l'eau, l'air, mais aussi l'environnement nutritionnel, l'environnement socio-économique, etc. On a une grande quantité de données aujourd'hui en France et notre apport à la recherche, c'est non seulement de les analyser, mais aussi de les valoriser, par exemple auprès des politiques. Il y a plusieurs types d'études épidémiologiques, cas témoins, cohortes et randomisées. Je ne vais pas les détailler, car vous aurez l'opportunité de vous former à l'épidémiologie pendant l'internat de santé publique, mais je vais vous parler de 2 projets auxquels j'ai pu participer en tant qu'interne. Le premier, c'est au sein d'un laboratoire INSERM. Je vous mets la diapositive. J'ai collaboré à une étude qui se base sur les données de la cohorte EGEA. C'est une cohorte de plus de 2000 personnes, notamment des familles, suivies depuis maintenant 30 ans, avec des collections biologiques, un suivi clinique et même, pour une majorité d'entre eux, le criblage du génome. Grâce à cette cohorte, on a pu montrer, par exemple, que la consommation élevée de charcuterie était directement associée à l'aggravation des symptômes d'asthme. Pour ce stage, mon but était de trouver une corrélation d'une part entre des single nucléotides polymorphism, ou SNP, et un mécanisme physiopathologique ayant déjà été observé comme étant lié à l'asthme, par exemple l'hyperéosinophilie. Et d'autre part, il fallait faire le lien entre ces SNP et l'environnement, par exemple vivre à la campagne ou en ville. Et du coup, ensuite, on utilise en particulier le coefficient de corrélation R pour étudier ça. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Moi, j'ai pu observer des corrélations élevées entre certaines parties du génome et certains phénotypes d'asthme. Et notamment, ce qui est un peu fun, c'est que on peut étudier des profils génétiques qu'on peut répartir géographiquement. Et c'est ce que je vous montre sur la carte. Et on peut voir comment l'évolution du génome varie aussi en fonction de l'environnement. Grâce à ces données dans la durée, on a commencé à identifier les différentes formes d'asthme et leur évolution à l'âge adulte. Et ensuite, ça permet encore aujourd'hui d'améliorer le suivi, le traitement des patients. C'est un stage où j'ai beaucoup appris parce que même si on a beaucoup de possibilités de formation en épidémiologie lors de l'internat, c'est l'application pratique en stage qui permet de vraiment s'approprier les techniques. Là, c'était un stage au cœur du 6e arrondissement dans un gros UFR de santé. C'était une ambiance très fac, avec des amphis en bas, de la recherche en haut. C'était assez familier après l'externat. Pour l'autre stage d'épidémiologie dont je vais vous parler, j'ai travaillé à l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. C'est près de la gare Montparnasse. Il est intégré à l'Institut Paris Région et ça accueille des agences d'études et de conseils sur la vie des Franciliens. C'est dans un grand bâtiment assez moderne. Là, j'ai collaboré à une étude de corrélation écologique, c'est-à-dire qu'on ne comparait pas des données individuelles, mais des données de population, donc un regroupement de données individuelles, si on peut dire. Grâce aux connaissances apportées par 2 études épidémiologiques, nous, on a étudié la mortalité et la morbidité attribuables à l'exposition chronique aux particules fines et aux oxydes d'azote en Île-de-France. Puis, on établissait différents scénarios pour que notre travail parle facilement aux décideurs. Donc, par exemple, le scénario, ça pouvait être diminution de mortalité qu'on a pu observer depuis 15 ans, en lien avec l'amélioration de la qualité de l'air, bien sûr.
Ça pouvait être aussi un scénario d'évolution de la mortalité qu'on pourra avoir en respectant les seuils recommandés par l'OMS. Et d'ailleurs, pendant la période de stage où j'étais, l'OMS devait mettre à jour ses recommandations. Et donc pour travailler sur ce scénario, on attendait fébrilement que l'OMS mette à jour les données. Il y avait aussi autre chose un peu excitant, c'est qu'avec le confinement, on a observé dans Paris une baisse de la pollution qui était historiquement bas. Et nous, du coup, on en a profité pour faire un scénario. euh, que se passerait-il sur la santé des Franciliens si on était tout le temps en confinement? Et donc là, on a montré qu'on gagnait énormément sur le plan sanitaire. Donc finalement, cette étude, on l'a publiée et j'ai été cité comme auteur. Et ça, c'est quand même assez agréable de se sentir valorisé. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis interne en 6e semestre à Nantes et moi je vais vous parler de l'administration de la santé. Alors, ça inclut une grande diversité de métiers, médecins en administration de la santé, et selon l'échelle à laquelle on exerce, selon le lieu d'exercice, c'est pas le même exercice. Donc, si on exerce à l'échelle d'un hôpital, d'une commune dans une mairie, d'un département, d'une région, d'un pays ou même à l'international dans des ONG, l'échelle d'un pays, c'est soit les directions centrales, donc la direction générale de la santé ou autre, la direction générale de l'offre de soins ou alors d'autres agences sanitaires. C'est pas le même exercice en fait si on est directeur général de la santé ou conseiller médical au niveau départemental dans une agence régionale de santé, vous imaginez bien. Ce qui, disons, se rattache à tous les métiers. Le rôle d'un médecin en administration, c'est d'abord son expertise médicale, donc à la fois sa connaissance du terrain, sa connaissance du fonctionnement du monde libéral, de l'hôpital. Également ses connaissances en promotion, enfin les connaissances acquises lors de l'internat de santé publique, donc ses connaissances en promotion de la santé, en animation territoriale, en gestion de projet, gestion d'équipe, en offre de soins, comment on autorise telle ou telle activité de soins. Il y a souvent un rôle quand même stratégique d'orienter les politiques publiques, voilà, d'apporter son expertise médicale pour pousser tel ou tel problème de santé, pour orienter telle politique publique, voilà. Il y a aussi toute une vision transversale, en fait, ce qui diffère peut-être un peu d'autres médecins, c'est vraiment cette vision transversale, soit de plusieurs domaines, donc dans une politique de santé, le logement, enfin, d'avoir une vision un peu large sur tous les domaines qui impactent la santé, ou alors une vision territoriale que n'aurait pas quelqu'un, par exemple, qui exercerait dans un hôpital. Là, il y a vraiment en fonction du territoire sur lequel on exerce, il y a vraiment une vision de tous les établissements, donc à la fois les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux, de la démographie, la population qu'on couvre, de tous les projets de promotion, de prévention qui sont sur le territoire. Donc, c'est cette vision un peu plus méta au-dessus qui est applicable dans l'administration de la santé, avec tout le temps le même objectif, donc mobiliser les différents partenaires et travailler ensemble dans le but d'améliorer la santé des populations. Je vais vous présenter un projet que j'ai effectué pendant mon stage à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. J'ai passé 1 an là-bas, j'y suis actuellement, et j'ai passé 6 mois au cabinet du directeur général. Et ensuite, j'ai passé 6 mois à la direction de l'offre de soins au pôle soins de ville et hospitalier auprès d'un médecin qui s'occupait des urgences et des soins critiques. Donc, je vais vous parler de la campagne de vaccination contre le HPV dans les collèges. Qui est un des projets que j'ai le plus suivi, à la fois quand j'étais en centre de vaccination, au niveau, dans un précédent stage, j'ai passé 6 mois dans un centre de vaccination. Ensuite, j'ai été à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, où j'ai pu voir l'exercice d'administration de la santé au niveau régional et au niveau national aussi. On avait régulièrement des échanges avec le niveau national. Donc, voilà, j'ai pu observer un peu ces 3 niveaux. Donc, c'est une des politiques de santé que j'ai le plus suivi. Donc, l'objectif qui est demandé aux ARS, c'est de planifier et animer au niveau régional une campagne de vaccination dans les collèges, qui a été annoncée par le président de la République. Et donc, le rôle du médecin au sein de tout ça, c'est d'être en lien avec les différents partenaires, donc l'assurance maladie, l'ordre des médecins ou l'union régionale des professionnels de santé, donc pharmaciens, infirmières, sages-femmes, avec Santé publique France, avec l'OMEDIT, parfois dans certaines régions, qui fait l'appui opérationnel, donc faire en sorte que tous ces partenaires avancent dans le même ordre. Il y a aussi toute la partie communication sur la campagne, donc communiquer au sens vraiment d'informer le grand public sur ce que c'est que le papillomavirus, ce que c'est ses effets indésirables, informer les parents, informer les jeunes, donner une information claire, fiable, vraiment voilà, toucher les personnes et leur donner toutes les informations pour qu'elles puissent se saisir de cette vaccination. Il y a la partie plus opérationnelle, donc recruter et ensuite coordonner l'action des centres de vaccination sur toute la région, en lien avec le niveau départemental, parce qu'il y a il y a l'agence régionale de santé à chaque fois au niveau régional, mais il y a aussi chaque délégation départementale qui est un peu plus expert de son territoire et donc qui a aussi beaucoup participé à cette campagne de vaccination.
Ensuite, il y a transmettre et rendre opérationnelles les instructions nationales. Donc, les instructions qui viennent du ministère, c'est le cadre global. Et après, c'est au rôle de chaque agence régionale de santé de piloter un peu plus finement ces instructions, de les appliquer voilà, en fonction de ce qu'elles connaissent de leur territoire, en fonction de ce qu'elles maîtrisent. Donc, c'est vraiment transmettre au centre de vaccination les instructions, le grand cadre national. Il y a toute une partie sécurité des usagers et dans ce cadre-là, la sécurité des données. C'est-à-dire, c'est des données de santé, donc faire en sorte de choisir un logiciel vraiment hébergeur de données de santé, de faire en sorte que le logiciel choisi soit le meilleur pour piloter cette campagne. Et il y a aussi toute la partie diffusion des bonnes pratiques pour les campagnes futures, donc entre tous les centres, pour que tous les centres puissent exprimer leurs difficultés, leurs leviers, pour que les objectifs de cette campagne, donc c'est d'augmenter le taux de vaccination en France, le taux de vaccination contre le papillomavirus dans toute la France, et aussi de lutter contre les inégalités sociales de santé, parce que dans les écoles, c'est vraiment le lieu pour réduire ces inégalités sociales de santé, parce que tout le monde, ça améliore grandement l'accès, tous les enfants vont à l'école, alors que si on passe par le médecin traitant, tout le monde n'a pas le même accès au médecin traitant. Donc vraiment permettre la diffusion des bonnes pratiques, donc à la fois par l'organisation de journées d'échange au niveau régional, entre les différents centres, en incluant l'école, forcément, l'éducation nationale qui a été grandement impliquée dans ce projet. Et au niveau national également, être en lien avec toutes les différentes agences régionales de santé pour savoir leurs difficultés, leurs leviers, savoir comment elles ont réussi, comment elles ont organisé cette campagne. Voilà, j'espère que j'ai réussi à rendre ça un petit peu concret. C'est compliqué la santé publique quand on n'y a jamais passé à comprendre vraiment l'intérêt. Là, c'est un projet parmi plein d'autres que j'ai mené pendant mon stage. Moi, c'est quelque chose que je préfère dans l'administration de la santé, c'est que c'est très varié. On peut vraiment être mis sur des projets très différents, très variés. Et notre objectif, ce qui est attendu de nous, c'est vraiment la plus-value médicale, d'apporter notre point de vue de médecin, d'aller solliciter les différents partenaires. Et voilà, c'est cette vision assez stratégique que j'aime bien d'orienter les politiques publiques pour in fine, améliorer la santé des populations. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Dimitri Tellier, je suis docteur junior en santé publique en toute fin d'internat du coup, et je voulais vous parler des projets transversaux ou associatifs en fait que vous pourriez avoir dans le même temps que votre DES et qui en fait peuvent avoir ou pas de prime abord et qui en réalité peuvent soit vous apporter des compétences, soit vous apporter des connaissances dans le cadre de votre carrière de santé publique. Et je vais vous illustrer avec quelques exemples de mon propre parcours. En fait, on se dit souvent, et on hésite parfois à prendre santé publique en se disant, bon, c'est peut-être une spécialité où c'est pas les mieux classés qui l'apprennent. Est-ce que finalement, c'est une spécialité où on peut se planquer tout son internat, pas forcément faire grand-chose et finalement avoir son internat? En fait, la santé publique, c'est quand même une spécialité assez méconnue où les gens vont aussi avoir l'impression qu'on se planque ici parce qu'on n'a pas envie de voir du monde, on n'a pas forcément envie de voir des patients, etc. Et en fait, c'est assez faux pour les gens qui sont passionnés en tout cas de ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui prennent la santé publique justement parce qu'ils aiment beaucoup le contact avec les personnes. Et moi, ce qui m'aurait freiné en fait de prime abord à la santé publique, c'est surtout le fait de avoir moins de contact avec les patients, avoir moins de contact avec les populations. Et dans un cursus qui, au début de l'interne de santé publique, peut être très orienté recherche, méthodologie, un petit peu les choses qui peuvent paraître rébarbatives qu'on a connues dans notre externat. Mais finalement, je me suis dit, OK, quelle compétence clinique qui doit te rester, Dimitri, si tu dois vraiment te spécialiser dans quelque chose où tu vas voir beaucoup moins de patients? Et je me suis dit, OK, c'est les compétences de médecine d'urgence où en fait, je peux soigner quelqu'un, un de mes proches, ou quelqu'un autour de moi, sans avoir un plateau technique médical derrière. Et donc, j'ai commencé à rechercher un petit peu des formations là-dessus. Et en fait, je suis tombé sur plein de choses. Donc déjà, il y a les formations des associations de sécurité civile, et vous pouvez tout à fait continuer également de prodiguer des soins ou d'être au contact de la population en vous mettant au service ou en collaboration avec des associations de sécurité civile, comme la Croix-Rouge française ou comme les associations de la Fédération française de sauvetage et secourisme.
Moi, j'ai découvert aussi d'autres instituts de formation qui peuvent être internationaux, comme par exemple le Comité on Trauma de l'American College of Surgeons, qui à la base est purement américain, mais qui délivre en fait des formations et qui permet en fait à travers ces formations d'améliorer le recours aux soins et les gestes de premier secours de la population, donc d'augmenter en fait la santé de la population par une démarche assez intensive de prévention secondaire et primaire. Ça a été le cas, par exemple, de l'action Stop the Bleed, qui est une formation très très courte de sauvetage secourisme, qui consiste à savoir arrêter des hémorragies en 4 moyens d'hémostase. Donc c'est à la fois très clinique et à la fois ça vous apporte des compétences de pédagogie, de comment transmettre des informations, comment coordonner des secours sur une zone. Tout ça, ça fait aussi partie de la santé publique et ce sont des compétences qui sont très recherchées, notamment dans l'humanitaire, à l'international ou au sein des systèmes de gestion et de politique de santé, même en France métropolitaine, où on a besoin de personnes qui savent en fait de quoi elles parlent lorsqu'elles vont gérer l'organisation, le parcours de soins et l'organisation en fait des secours, notamment lors des SSE, des situations sanitaires exceptionnelles. Donc ça, c'est ça a été un peu mon parcours à moi, où finalement, ben, je me suis formé, je suis devenu moi-même formateur pour certaines choses, et maintenant, je médicalise de manière tout à fait légale et encadrée des postes de secours et des interventions par la Croix-Rouge française avec des équipes médicales et des infirmières protocolées qui sont formées aux techniques des SMUR, aux techniques des SAMU. Et finalement, j'ai une activité aujourd'hui de médecine d'urgence qui est bénévole et que je vois un petit peu sous deux angles. L'angle à la fois médecin, où ça m'arrive encore de prendre en charge du coup des patients dans ce cadre-là, et le côté organisationnel de santé publique, de l'organisation des secours et de la structuration des parcours de soins. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez demander au CLISP mon contact et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci. Bonjour à tous, je suis Marie Génin, interne en santé publique en 4e année ou plutôt 6e semestre à Rennes. Je suis un peu plus spécialisée sur la santé environnementale, mais aujourd'hui je vais plutôt vous parler de la clinique. Car oui, c'est pas parce que vous êtes en santé publique que vous renoncez complètement à la clinique. Si jamais l'envie vous reprend, il est tout à fait possible de refaire de la clinique, soit dès le début, soit un peu plus tard, comme ça a été mon cas. C'est au bout de 4 ans que je me suis rendu compte que j'avais à nouveau envie de refaire la clinique. Mais aussi, rien ne vous oblige à faire la clinique, je vous rassure tout de suite. Alors, pour illustrer cette partie-là, je vais parler de mon stage actuel, là, mon stage d'été en médecine scolaire. Alors, qu'est-ce que la médecine scolaire? C'est une spécialité où on fait de la prévention et on veille au bien-être et à la bonne santé des enfants pour que ce soit compatible avec leur scolarité. Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est ouvert à la fois aux médecins généralistes, mais aussi à nous, les internes, enfin les médecins de santé publique, car il y a un concours et il y a même une FST qui permet de plus se spécialiser là-dedans, qui est ouverte à notre spécialité. Donc, le médecin scolaire, il va mener différentes actions, notamment surtout des consultations, soit la demande, soit systématique pour les enfants, mais il fait aussi, il est en lien avec la famille, les directeurs d'école, enfin tout le monde scolaire qui s'occupe de l'enfant pour mener des actions de prévention, par exemple. On s'occupe des enfants qui vont de l'âge de 6 ans, donc grande section de maternelle, jusqu'au lycée, donc des grands enfants. Ça fait une palette très large de pathologies, c'est vraiment très riche. Pour parler plus de mon terrain de stage actuel, alors moi, du coup, je suis à Rennes, je suis dans ce qu'on appelle un centre médico-scolaire, CMS. On peut voir ça comme un service où il y a actuellement 3 médecins, donc c'est tout petit, et 3 salles de consultation où on reçoit les parents avec enfants et c'est aussi notre bureau de travail. Car oui, actuellement, les médecins scolaires ne se déplacent plus forcément dans les écoles pour faire les consultations. Ça arrive encore, hein, mais ça dépend vraiment du médecin avec qui on travaille. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment très, très rare. On voit donc des enfants du premier degré, donc c'est-à-dire maternelle et primaire, qui sont donc dans le en fait, on couvre un secteur, et notre secteur, nous, c'est le nord-est de Rennes, mais on s'occupe aussi des deuxièmes degrés, donc collège et lycée, BTS, tout ce qui est rattaché au lycée. Et ça, par contre, c'est plus vaste, c'est le nord-est du département dans notre cas. On se répartit entre les 3 médecins. Donc, grosso modo, c'est beaucoup, beaucoup de consultations, mais il y a aussi des réunions à l'inspection académique pour des commissions, par exemple des commissions pour des redoublements d'élèves ou des spécificités de santé, voilà, ou des réunions de formation aussi, et puis des déplacements dans les écoles, comme je l'ai dit.
Alors, pour être un peu plus précis sur ce que je fais, donc on voit beaucoup de consultations, comme je l'ai dit. Ce sont des enfants qui, le plus souvent, sont accompagnés de leurs parents. Ils sont adressés à nous, soit parce que l'enfant l'a demandé, soit c'est l'école qui a demandé, parce qu'ils suspectent un problème de santé qui entrave un peu la scolarité, ou alors les parents. Grosso modo, c'est ça. Notre rôle, c'est soit de les voir pour des visites systématiques, comme les bilans de sixième année, qui enfin le bilan de l'âge de 6 ans, qui sont normalement faits soit par un médecin scolaire, soit par le pédiatre référent ou médecin traitant. Donc là, on fait un gros bilan de dépistage, la vue, l'audition, est-ce qu'ils savent lire, enfin, est-ce qu'ils savent reconnaître des formes, savent dessiner des bonhommes. Enfin, c'est vraiment assez codifié. Ou alors on les voit pour des consultations à la demande, et là, ça dépend de la demande, mais on peut voir est-ce qu'il y a une dyslexie qui débute, est-ce qu'il y a des troubles neuro, enfin, en gros, quelque chose qui pourrait entraver la scolarité. Et particularité, c'est que moi, je suis avec une médecin qui s'occupe pas mal de santé mentale, donc on voit beaucoup de phobies scolaires. On appelle maintenant ça plutôt le refus scolaire anxieux, et du harcèlement scolaire. Mais de toute façon, de manière générale, il y a un peu plus de problématiques de santé mentale depuis la pandémie de Covid. Donc, je rassure, c'est pas des grosses consultations, enfin, c'est pas comme les urgences, hein, pas du tout. On a entre 0 et 5 consultations par jour, avec 1 heure et demie devant nous. Donc, c'est très confortable. Et c'est vraiment pas de grosse médecine, hein. On se contente de prendre le poids, la taille, euh, oui, même pas forcément l'attention. Enfin, c'est vraiment c'est un peu comme la médecine du travail, mais pour les enfants. En parallèle de ça, il y a quand même pas mal de paperasse à remplir. Donc des PAI, des PAP, c'est des dossiers d'aménagement de scolarité pour les allergènes, par exemple, ou pour faire en sorte que la dyslexie, la dysorthographie soient bien compensées au cours de la classe. Voilà. On peut être aussi amené à gérer des épidémies. Donc là, on est en lien avec les parents d'élèves et surtout les directeurs d'école et l'ARS, dans certains cas, quand c'est des choses à déclaration obligatoire. Donc, c'est plutôt pour donner les consignes à suivre et rassurer l'école. Voilà, donc ça, c'est la partie consultation que j'ai fait pendant que l'école était ouverte. Mais comme c'est un stage d'été, il y a eu les grandes vacances scolaires, qui sont encore actuellement en cours de route. Et donc, pendant les 2 mois d'été, j'ai été basculée en 100% télétravail pour travailler sur un projet de promotion de la santé, car selon la législation, ils doivent, enfin, c'est une des missions du médecin scolaire, mais malheureusement, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps disponible. Donc, être interne de santé publique là-dedans, ça permet de bosser sur des sujets qui sont pas forcément étudiés en temps normal. Et donc, moi, j'ai travaillé sur un programme d'intervention en maternelle publique sur 1 an qui vise à réduire le mésusage des écrans, parce que c'est un gros fléau. Ce sont des interventions qui vont être menées par les instituteurs, avec les enfants, mais aussi avec les parents. Donc, en gros, je devais écrire un protocole et ça va être testé dans une école pilote à la rentrée, en septembre, sur l'année. Et si tout va bien, enfin, si c'est efficace, on pourra peut-être étendre ça à d'autres écoles du secteur, voire pourquoi pas de tout le département. Donc voilà, si jamais vous avez des autres questions sur la clinique, plus particulièrement sur la médecine scolaire, vous pouvez toujours me contacter via le CRISP. Je reste disponible. Voilà, merci pour tout et surtout bon courage pour votre futur internat qui, j'espère, sera en santé publique. Au revoir. Alors bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là pour les présentations précédentes. Et donc, je vais faire le lien avec ce qui vous a été présenté juste avant et avec ce que j'ai présenté encore avant, donc les activités qui peuvent être aussi, on va dire, extra DES, mais qui donnent des compétences ou des connaissances qui sont tout à fait utiles et tout à fait valorisables dans le cadre du DES, et sur la pratique clinique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très grande partie de la santé publique qui est également tournée vers l'international. En France, il y a beaucoup de part en fait des équipes de recherche de la santé publique qui travaillent avec l'Institut de la recherche du développement aussi, l'IRD, qui permet le développement de pays en fait en voie de développement sur le plan sanitaire et notamment focalisé sur les maladies et la transition en fait épidémiologique, donc sur les maladies infectieuses et de plus en plus sur les maladies chroniques émergentes dans ces pays-là avec leur transformation économique également. Et moi, je voulais vous donner 2 exemples qui sont beaucoup moins présents, beaucoup moins prévalents en fait dans les cursus de santé publique internationale. C'est finalement la santé mentale avec le Québec. Donc en fait, c'est tout à fait possible. Moi, dans le cadre d'un de mes stages en interchu à Bordeaux, je suis parti en mission dans une unité de recherche au SUS, donc le Centre intégré universitaire de santé de l'Est de Montréal, où j'ai travaillé avec une équipe de recherche qui s'appelle l'Oricorp, donc vous voyez le logo sur la présentation au milieu. Et c'est tout à fait possible de faire en fait carrière dans la recherche et dans la santé mentale
en Amérique du Nord, quand on est médecin de santé publique en France, de travailler soit là-bas, soit de travailler en France et en collaboration avec des équipes de recherche. Donc là, en l'occurrence, c'était de la recherche assez avancée, parce que c'était de la recherche sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans le diagnostic et la reconnaissance des troubles du comportement alimentaire, et notamment l'utilisation de cette réalité virtuelle, des casques de réalité virtuelle, pour la reconnaissance de la dysmorphophobie. Donc c'était au sein du centre de recherche de l'IUSM. Une autre partie aussi que j'ai eu la chance de faire quand j'étais à l'ARS Nouvelle-Aquitaine en stage, c'est l'organisation de la prise en charge de ce qu'on appelait les déplacés d'Ukraine, en fait les réfugiés. Dont une partie était réfugiés de guerre, une autre partie était déplacée en prévention, qui n'habitaient pas tout à fait dans une zone de guerre, mais qui du coup sont venus en Europe de l'Ouest pour la plupart du temps protéger leur famille de la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et il y avait cet afflux massif en fait dans tous les pays d'Europe. Et une de mes missions, ça a été de co-construire avec les acteurs de santé locaux l'intégration de ces réfugiés, de ces déplacés dans le système de santé, afin que, de une, ils bénéficient, eux, de notre système de santé et qui s'y intègrent sans créer une charge que nos soignants et notre système de santé ne sauraient pas absorber à l'instant T, et sans faire courir de risques, notamment à l'époque, c'était encore l'époque Covid, donc sans faire courir de risques de maladies infectieuses, encore beaucoup présentes par exemple en Ukraine et beaucoup moins présentes chez nous, comme la tuberculose par exemple. Et notamment le Covid aussi, qui était beaucoup moins bien circonscrit finalement en Ukraine qu'en France, ne pas faire courir en fait des risques de transmission par la promiscuité qu'il peut y avoir dans notamment les logements qui étaient dévolus à ces très nombreuses personnes déplacées. Et finalement, une autre partie de mon activité en international, c'est l'aide notamment à l'Ukraine, où je me suis moi-même déplacé en Ukraine. Vous voyez certaines photos. La photo, là, c'était en France, c'était dans un lieu d'accueil pour les réfugiés. Ça, c'était le modèle qu'on a mis en place pour l'intégration et leur prise en charge dans le système de santé français. Et finalement, tout en bas à gauche, c'est quand j'étais moi-même en Ukraine. Donc, vous voyez que ma tenue de travail a quelque peu changé, parce qu'il y avait quelques risques inhérents là où j'étais. C'était relativement proche de la ligne de front à ce moment-là. Et donc, mon boulot, qui était à ce moment-là bénévole, mais c'est tout à fait possible de le faire de manière rémunérée, notamment via des ONG ou via des entreprises qui sont, elles, délégataires d'ONG ou délégataires de l'OMS ou délégataires de l'ONU, etc. Donc, je prodiguais des soins, donc ça rejoint la partie clinique aussi. Et donc là, j'aidais également une toute petite ONG polonaise qui travaillait en fait pour sortir les personnes qui étaient en difficulté et piégées dans des zones qui sont vraiment très très proches de la ligne de front, à 1 km, 2 km, finalement à les sortir, ces personnes-là, sortir ces civils de la zone de guerre, et ceux qui ne sont pas en état de sortir actuellement parce que leur état de santé est trop précaire, de stabiliser leur état de santé et leur permettre d'évacuer la zone et d'être pris en charge le plus vite possible par les autorités sanitaires du pays. Donc voici des exemples de ce qu'on peut faire à l'international, la santé internationale, qui sont des exemples qui sont, on va dire, pas très fréquents en France, mais je voulais justement en parler par rapport à plein d'autres exemples que mes collègues pourront vous apporter. Parce que ça existe aussi et on n'en parle pas beaucoup. Donc n'hésitez pas, si ce qui vous plaît dans la médecine, c'est tout ce qui va être les coopérations sanitaires internationales, c'est un petit peu la pratique clinique, c'est un petit peu tout ce qui va être transversal, associatif et humanitaire à côté. N'hésitez pas à prendre l'internat de santé publique. On peut vraiment s'y épanouir et on peut vraiment s'y développer. En tout cas, si vous voulez me contacter pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter le CLISP, ils vous donneront mes coordonnées. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Rebonjour, pour cette dernière intervention, je vais vous parler de promotion de la santé, ce concept très vaste dont les grands principes sont posés durant la première conférence internationale pour la promotion de la santé, qui se déroule en 1986 à Ottawa et qui a donné la Charte d'Ottawa. Alors la définition officielle de la promotion de la santé, c'est qu'il s'agit d'un processus qui consiste à permettre aux individus de mieux maîtriser les déterminants de la santé et d'améliorer ainsi leur santé. En fait, c'est un peu tout partout et tout à la fois, puisqu'en fait, toute action en santé tend généralement à la promouvoir, mais avec ici tout de même pour cap de changer les choses de manière pérenne et systémique. Moi, je vais vous parler de mon stage à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, grande école de la fonction publique qui exerce des missions d'enseignement et de recherche dans le domaine sanitaire.
Avec la docteure Emmanuelle Godot, au sein du département de sciences humaines et sociales, j'ai pu travailler sur l'enquête En classe, qui s'intéresse à la santé des adolescents. C'est une enquête qui réunit en France depuis 2018 deux enquêtes internationales sur la santé des adolescents, une de l'OMS, plutôt centrée sur le collège, et une autre de l'Observatoire européen des drogues, plutôt autour des substances psychoactives chez les lycéens. Deux enquêtes auxquelles la France participe depuis 1990. En quoi ça consiste? En fait, c'est une enquête transversale biannuelle réalisée par autoquestionnaire. Ça veut dire que le questionnaire est créé en amont, mis sur une plateforme, et que les élèves y répondent sur une tablette ou un ordinateur, sans l'intermédiaire de quelqu'un pour poser les questions. C'est un questionnaire assez large qui va s'intéresser à la santé, à la vie quotidienne, aux études et à l'usage de substances psychoactives. Pour vous donner une idée, en 2024, ça s'est terminé avant les grandes vacances, et près de 16 000 élèves de la 6e à la terminale ont participé à l'enquête. Pour ma part, j'ai intégré le projet à la phase pilote, et j'ai pu aller faire passer les questionnaires auprès de 400 élèves dans un collège et un lycée partenaire à Rennes, afin de tester la faisabilité du questionnaire, sa compréhension en interagissant avec les élèves sur place, puis en analysant les réponses de ces passations, et enfin, avec ces résultats préliminaires, opérer les dernières modifications avant d'envoyer l'enquête et de la valider pour le national. Mais à quoi ça sert de faire ça et en quoi c'est de la promotion de la santé? Cette enquête, c'est d'abord de la recherche, mais déjà, au moment de la phase pilote, ça permet d'aller au contact des adolescents et de faire de la sensibilisation. Puis pour tous, au national, ça permet de les inclure dans le projet en leur posant des questions qui s'intéressent à leur mode de vie, leurs ressentis, leurs perceptions, et les faire s'interroger sur leur état de santé. Au niveau plus global, ça permet de surveiller les évolutions d'indicateurs, de déterminants de la santé, de les comparer à l'international avec des questions qui sont élaborées de manière commune, hein. Il y a des traductions, des rétrotraductions pour que les pays soient comparables entre eux. Et enfin et surtout, cette production de connaissances, elle sert à informer, à nourrir les recherches futures en leur donnant des pistes et aussi orienter les politiques publiques en leur proposant des résultats solides. Voilà, c'est fini pour cette vidéo d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par votre moyen de communication préféré. Vous pouvez écrire au CLISP en général, mais aussi individuellement à chaque référence de ville via le formulaire de contact que vous retrouverez sur le site internet clisp.fr. En attendant, je vous invite à explorer les autres vidéos de notre chaîne et notamment le replay de la soirée d'information de juillet 2024 consacrée à la présentation du DES de santé publique dans les différentes régions de France. Merci à vous et à bientôt.